Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Emmanuel Andanson pour une nouvelle discussion. Emmanuel est naturopathe et prof de yoga. Elle intervient à Pertuis, dans le Vaucluse, ainsi qu'à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. Emmanuel et moi avons eu envie de faire une discussion sur le thème comment optimiser notre système immunitaire. Et je trouvais que la période était tout à fait parfaite pour entamer cette discussion et pouvoir apporter de l'information que nous n'avons pas forcément et qui peut nous être utile et nous intéresser. Bonjour Emmanuel. Bonjour Stéphanie. Comment vas-tu? Très bien, merci. Je te remercie beaucoup de te prêter à cet exercice d'échange. Et sur ce sujet en particulier, non seulement la période de l'année est tout à fait idéale pour en parler, mais également, on va dire, cette période où on nous parle beaucoup de virus et tout ça. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, donc je suis Emmanuelle Andanson, je suis naturopathe et professeure de yoga depuis bientôt 10 ans et j'exerce donc comme tu l'as dit sur Pertuis, j'ai mon cabinet qui est là-bas. Actuellement, je fais beaucoup de téléconsultations pour le coup et je donne les cours de yoga par Zoom en ce moment. Voilà. Super. Alors, en fin de compte, quand nous avons discuté ensemble de cet échange à venir, on a parlé donc de ce que tu pouvais nous apporter en termes de conseils. On a parlé aussi du fait de pouvoir être acteur de sa santé. Moi, j'ai hâte que tu puisses nous parler un peu de tout ça. Tu as parlé donc de certains remèdes, de l'alimentation, du rôle des intestins dans notre immunité, de yoga également, des émotions, du stress. Par quoi est-ce que tu as envie de commencer? Alors, déjà justement, je vais commencer par la naturopathie de manière générale, pour expliquer brièvement que c'est une technique issue des médecines traditionnelles chinoises et ayurvédiques. Et ça permet vraiment aux personnes d'être acteurs de leur santé. Justement, le naturopathe est un éducateur de santé et c'est par ces conseils qu'ils vont prendre en compte l'hygiène de vie, l'alimentation, la phytothérapie, l'aromathérapie, diverses techniques respiratoires, diverses techniques variées. Et c'est par tout ça qu'il va pouvoir amener le consultant à optimiser sa santé. Et le but, c'est vraiment de préserver son capital santé et d'avoir une hygiène de vie et une alimentation optimale. Alors, j'aimerais préciser quelque chose parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas ces termes. Donc, aromathérapie, c'est les huiles essentielles. C'est les huiles essentielles. Hein, et phytothérapie, c'est l'utilisation des plantes. Ça peut être l'utilisation sous différentes formes, hein, en tisane, en décoction, en gélule, en cataplasme. Il y a différentes façons d'utiliser les plantes. Et donc voilà, c'est ce qui concerne les plantes. Ensuite, il y a diverses techniques qui sont utilisées par les naturopathes. Alors, en fonction des naturopathes, il y a des techniques réflexes. Certains vont être plus sur la réflexologie plantaire ou l'auriculothérapie. D'autres vont travailler plus sur des techniques manuelles. Donc ça, c'est propre, je dirais, à chaque naturopathe. Moi, par exemple, je pratique plus spécifiquement le Chiné Tsang, qui est un soin qui se fait principalement au niveau du ventre. Et en technique réflexe, je pratique plus l'auriculothérapie. L'auriculothérapie, tu peux préciser. Donc l'auriculothérapie, en fait, c'est une technique qui se fait au niveau de l'oreille,
puisque dans l'oreille, on a tous les organes qui sont représentés, hein, comme dans la main, sous le pied, sur la langue, sur le crâne, à différentes parties du corps. Et donc, je vais travailler sur l'oreille avec un petit stylet où je vais stimuler des points réflexes qui vont avoir des impacts ensuite sur le système endocrinien, sur les différents systèmes du corps et qui vont permettre de retrouver rapidement un état de santé optimal. Et il faut savoir que ces techniques réflexes ont un impact très rapide. Quand on travaille en auriculothérapie, on peut avoir des résultats instantanés quasiment. D'accord. Alors, il y a une chose qu'il faut que l'on précise, d'ailleurs on était tout à fait d'accord sur ça l'une et l'autre, c'est que tout ce que tu vas proposer, conseiller, expliquer, énumérer, c'est des généralités. C'est-à-dire Oui. qu'après, évidemment, vu que ce sont des techniques holistiques, c'est du cas par cas. Ce qui peut convenir à l'un ne conviendra pas forcément à l'autre. Toi, tu proposes tout le panel de ce que tu as appris, expérimenté, de ce que tu connais, mais ensuite, bien sûr, ça nécessite un approfondissement pour chacun pour savoir si c'est ce qui peut lui convenir ou pas. Bien sûr. Ah, c'est Et ça. puis, il peut y avoir des contre-indications suivant les cas. Et effectivement, là, c'est vraiment dans le but d'énumérer différentes techniques et méthodes. Mais la naturopathie, c'est quelque chose justement qui est individualisé, où on prend la personne dans sa globalité. C'est pour ça qu'on parle de holisme dans la naturopathie. C'est une technique holistique qui va prendre l'homme dans sa globalité, c'est-à-dire on prend en compte les différents corps, puisqu'on n'est pas qu'un corps physique, hein, on a aussi un corps émotionnel, un corps astral, causal, enfin on a différents corps. Et donc, le naturopathe va prendre en compte vraiment la personne dans son ensemble, dans sa globalité. Et c'est pour ça qu'après, ça lui permet de pouvoir individualiser ses conseils. Donc là, c'est vraiment des conseils qui vont être généraux pour permettre d'aborder justement ce sujet de l'immunité. Alors, avant que l'on démarre, j'aimerais que tu expliques quelque chose dont tu m'as parlé et que moi j'ai découvert avec toi, je ne savais même pas que ça existait. Tu m'as parlé de l'humorisme. Oui. Donc, l'humorisme, justement, là par exemple, je venais de parler juste avant de l'holisme, puisque dans la naturopathie, on considère 5 grandes trames, on va dire. Il y a l'holisme dont je viens de parler, il y a le causalisme, puisqu'on va à la cause, c'est-à-dire que le naturopathe va chercher la cause du trouble. Et c'est donc ce qu'on appelle le causalisme. Ensuite, on a le vitalisme, puisqu'on va chercher à travailler sur la vitalité pour ramener justement des forces d'auto-guérison que tout le monde a en soi. Et par les principes vitaux, on va les amener à se redévelopper. Et on a également l'hygiénisme qui est vraiment toute la partie hygiène de vie, puisque c'est par une bonne hygiène de vie qu'on va aussi préserver son capital santé. Et l'humorisme, donc, c'est la science des humeurs. Et donc, je t'en ai parlé tout à l'heure parce que justement, dans le système immunitaire, pour un fonctionnement optimal de notre immunité, c'est vraiment important d'avoir des humeurs de qualité. Et donc, ce qu'on appelle les humeurs, ce sont les liquides circulants dans le corps. Donc, bien sûr, on a le sang, le sérum, on a la lymphe surtout, on a tout ce qu'on appelle le liquide interstitiel dans lequel baignent nos cellules. Et donc, si ces liquides ne sont pas d'une qualité suffisante, ça va entraver en quelque sorte le bon fonctionnement et du système immunitaire, mais de l'élimination des toxines. Et donc, on va se retrouver avec un état qu'on parle de toxémie. Et là, ça va pouvoir être le lit de diverses pathologies. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle la science des humeurs. D'accord. J'ai découvert avec toi. Alors, j'en avais entendu parler en médecine chinoise, des humeurs, bien sûr, mais le mot humorisme, je me demandais je me demandais ce que ça voulait dire. Ben Super. voilà. En naturopathie, on parle des 5 ismes.
Voilà, causalisme, vitalisme, holisme, hygiénisme et humorisme. Super. Alors, est-ce que tu es d'accord pour que l'on commence avec ce que Oui, tu préconises? oui. Alors, au niveau de ce que je préconise au niveau des remèdes, tu veux dire au niveau… À moins que tu souhaites commencer par l'alimentation ou par d'autres choses. Alors, Je te alors je voulais rajouter deux petites choses avant de parler de mes préconisations. C'est que tout à l'heure, tu l'as abordé justement, le côté stress et émotions qui ont leur importance. Et il faut savoir que justement, par exemple, au niveau des émotions, il est reconnu que par exemple, 1 minute de colère va générer un effondrement de notre système immunitaire pendant 4-5 heures suivantes. Et donc, toutes ces émotions, d'ailleurs, on en parle beaucoup dans le Chin Tsang, le soin que je pratique, puisqu'on a des émotions qui se logent au niveau des organes, enfin, qui vont entraver la bonne circulation énergétique de ces organes. Hein, par exemple, justement, on dit que la colère va avoir un impact sur le foie. La peur, les phobies, l'insécurité sur les reins, les soucis, les craintes sur la rate. Donc tout ça, toutes ces émotions, elles vont avoir un impact déjà au niveau énergétique sur nos organes, mais tout ce stress aussi qui peut être généré, cumulé, lui, va aussi baisser notre immunité. Et d'ailleurs, on a remarqué, par exemple, chez les étudiants, la veille d'un examen, quand on analyse ça, ils ont une baisse du système immunitaire d'au moins 50% la veille de l'examen. Donc, l'importance d'apprendre justement à gérer son stress, gérer ses émotions. Donc, il y a différentes techniques pour ça, de respiration, de yoga. On peut même accompagner aussi avec des élixirs floraux, avec des plantes. Enfin, il y a différentes manières d'aborder tout ça. Et l'autre chose dont je voulais parler également, c'est l'épigénétique, puisqu'on l'a abordé brièvement. Et pour dire vraiment, ça rejoint avec ce qu'on disait tout à l'heure, d'être acteur de notre santé, puisqu'il faut savoir que dans notre organisme, ce qu'on appelle l'épigénétique, déjà, en fait, c'est la modulation de l'expression de nos gènes. Et donc, en fonction, on peut avoir un impact dessus. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand même de le savoir. On peut avoir un impact dessus en très grande partie, puisqu'il faut savoir qu'on n'a que 15% de notre ADN, enfin, du génome qui est comment dire, figé en quelque sorte, et on a 85% qu'on avait nommé à l'époque, comme dit Joël de René, d'ADN poubelle, parce qu'on ne savait pas à quoi il servait. Et aujourd'hui, on sait que ces 85% servent vraiment justement à moduler l'expression de nos gènes. Et donc par là, ça veut dire qu'on a un impact dessus par notre hygiène de vie, notre alimentation, notre gestion des émotions. Donc, par différentes manières, on peut optimiser notre génétique. Et il faut savoir que bien sûr, tout ça, c'est aussi transmissible sur les générations futures. Donc, quand on active ou on inhibe un gène, ça va aussi avoir un impact sur nos descendants. C'est pour ça que pour accompagner différentes futures mamans, j'explique souvent que l'importance, on parle des 1000 jours qui sont vraiment importants pour le capital santé d'un individu, c'est qu'il va y avoir 1 an à peu près avant la naissance. On va compter, on va dire, 1 an de gestation, on sait que c'est 9 mois, et 1 an après la naissance. Et donc, ces 3 années sont vraiment primordiales pour le capital santé. Et donc, le naturopathe, dans son rôle d'éducateur de santé, va justement apporter toutes ces choses-là pour pouvoir ensuite optimiser sa santé en conscience. Merci. Voilà. Merci beaucoup d'avoir précisé ça, ça me semble tout à fait important. En effet. Merci. Alors, est-ce que maintenant tu souhaites passer justement à ce que tu préconises?
Oui. Alors, dans un premier temps, je vais parler justement de l'alimentation, puisque c'est une des premières techniques de la naturopathie. D'ailleurs, dans les grandes médecines traditionnelles, c'est aussi la première technique, hein, en Ayurveda, en médecine chinoise. Et justement, on dit on est ce que l'on mange, hein, pour dire encore là l'impact que ça a sur nous. D'ailleurs, il y a un très bon documentaire, alors moi je l'ai vu il y a une dizaine d'années, je ne sais pas s'il est encore disponible sur YouTube, mais il s'appelle On est ce que l'on mange. Et c'est vraiment très intéressant à regarder. Et donc l'alimentation, c'est très très vaste. Bien sûr, ça doit être individualisé. Donc là, je vais donner des généralités. Déjà, dans un premier temps, ce qui pour moi me semble très important, c'est de savoir que ce que l'on mange a un impact énorme sur notre santé, mais aussi surtout comment on le mange. Donc l'importance déjà de manger en conscience et dans le calme, ça c'est déjà une des priorités. Ensuite, de penser à mastiquer, puisque justement l'alimentation, la digestion, je veux dire, commence dans la bouche. Donc après, on n'a plus de dents au niveau de l'estomac et ailleurs. Donc c'est vraiment important de prendre le temps de mastiquer, d'insaliver les aliments. Il y a un petit dicton qui dit même qu'on devrait manger liquide et boire solide, enfin mâcher en fait le plus possible nos aliments durs pour les rendre liquides avant de les avaler. Donc ça, c'est déjà deux petites règles de base. Après, pour rentrer plus en détail, c'est vraiment important de manger vivant. Dans le sens, on va éviter les plats préparés, le micro-ondes, les choses comme ça, tout ce qui va pouvoir rendre les aliments morts. Donc, vraiment l'importance du vivant. Donc, le vivant, ce n'est pas forcément que les graines germées, hein. C'est très, très vaste. Mais justement, par exemple, les graines germées, je les conseille très souvent parce que c'est des aliments simples à faire. On peut très facilement chez soi faire un petit germoir sans même acheter les germoirs tout prêts, mais avec un bocal en verre, se faire germer des graines. Et donc, dans ces aliments, non seulement ils sont alcalinisants, ils sont riches en chlorophylle. Et ça, la chlorophylle, ça a un impact très intéressant pour l'intestin parce que c'est alcalinisant et c'est riche en oxygène. Ça va permettre en fait d'assainir l'intestin. Et les graines germées, en plus de ça, c'est des protéines végétales complètes. Elles contiennent tous les acides aminés essentiels. Donc, c'est vraiment des aliments très nourrissants. Ensuite, ce qui va être intéressant dans l'immunité au niveau alimentation, c'est les aliments lacto-fermentés, par exemple. Donc, le plus connu, c'est la choucroute, mais on peut faire soi-même ces lactofermentations. Ça, c'est pareil, sur Internet, maintenant, on peut trouver des tas de recettes sympathiques à faire pour faire soi-même ces bocaux, ou sinon, on peut les acheter tout prêt. Et donc, l'avantage des produits lactofermentés, c'est qu'ils sont riches en prébiotiques. Donc, ils vont permettre de nourrir notre flore intestinale. Il faut savoir qu'on a à peu près en plus 80% de notre système immunitaire qui est au niveau de l'intestin. Donc, plus on va prendre soin de notre flore intestinale, de notre muqueuse intestinale, plus on aura un système immunitaire au top. Donc, les aliments lactofermentés, mais on a aussi des boissons lactofermentées comme le kéfir et le kombucha qui sont de plus en plus connus. Tu lis dans mon esprit que j'allais te poser la question justement. J'allais te demander si au niveau des boissons, c'était OK aussi. D'accord. Oui. Et c'est pareil, après, c'est des boissons qu'on peut facilement se préparer nous-mêmes aussi à la maison. Que ce soit les grains de kéfir ou les champignons du kombucha, c'est des choses qu'on trouve assez facilement et qui se donnent comme ça facilement. Autre chose que je voulais aborder au niveau de l'alimentation concernant l'immunité principalement, c'est qu'il faut limiter les aliments mucoproducteurs, c'est-à-dire qui vont produire du mucus. Et donc ça, dans ces aliments-là, on retrouve principalement les aliments riches en graisses saturées, riches en sucre, les produits laitiers et les céréales raffinées. Ce qu'on appelle céréales raffinées, c'est blanc. Par exemple, le riz blanc, les pâtes blanches.
Donc ça va avoir tendance à produire du mucus et à encrasser, on va dire, l'organisme. Donc oui, dis-moi. Quand tu parles de choses grasses, est-ce que, donc tu cites les produits laitiers, alors on entend souvent en recommandation de limiter tout du moins les produits laitiers de vache, mais pour toi c'est tous en général? Alors là, au niveau aliments mucoproducteurs, ils sont tous dedans. Après, effectivement, dans les conseils, dans les recommandations des naturopathes, souvent on va dire pour les personnes de plutôt privilégier, s'ils consomment des produits laitiers, de plutôt privilégier les produits laitiers de chèvre et de brebis. Mais ça, après, c'est pour d'autres raisons encore, hein. Mais effectivement, on va privilégier ceux-là souvent. Ensuite, ce qui va être intéressant au niveau de l'alimentation, c'est d'apporter beaucoup de vitamines et de minéraux. Et donc ça, on va les retrouver principalement dans des aliments crus. Puisque déjà, il faut savoir par exemple que la vitamine C, au-delà de 60 degrés, elle disparaît à la cuisson, hein. Donc, c'est une vitamine vraiment fragile. Donc, c'est important aussi de consommer des crudités. Et même en hiver, on a beaucoup de légumes qui peuvent se manger crus. Et c'est ce qui va nous permettre aussi d'apporter des enzymes. Les enzymes, on peut l'imaginer comme des petites paires de ciseaux qui vont venir découper ce que l'on mange, les protéines en acides aminés, etc., pour pouvoir justement mieux digérer, mieux assimiler ce qu'on va manger. Voilà. Et donc, au niveau de l'alimentation, après, il y a aussi, on parlait des aliments lactofermentés, des boissons lactofermentées, il y a aussi les jus lactofermentés, hein. Ça m'arrive souvent de conseiller aux personnes de prendre, par exemple, un peu comme sous forme d'apéritif, un petit verre de jus de légumes lactofermenté. Donc, j'aime bien conseiller souvent la carotte ou la betterave parce qu'elles ont vraiment des vertus très intéressantes pour le foie. Et on va dire que ça a bon goût. Donc, ça peut être intéressant, par exemple, en début de repas, de prendre un petit verre de jus lactofermenté. D'accord, ok, très bien. Très bien. Ensuite. Voilà, pour l'alimentation, après, c'est toujours autour de l'alimentation, mais je parle souvent aussi du fait de mettre le système digestif au repos. Parce que ça, on a besoin justement pour mieux se régénérer, mieux se désacidifier, puis pour que notre corps puisse optimiser sa santé, de mettre notre système digestif au repos assez régulièrement. Donc ça, il y a différentes méthodes pour le faire. Ça peut être sous forme de monodiète, par exemple. Donc monodiète, ça veut dire qu'on va manger un seul aliment. Donc ça peut être par exemple une monodiète de pommes, durant laquelle on va manger que des pommes. Donc, ça va pouvoir se faire sur un repas, sur 2 repas, sur une journée, sur 3 jours, sur une semaine, hein. Donc, la monodiète la plus connue, c'est la fameuse cure de raisin. Ce n'est pas forcément celle que je conseille le plus parce que c'est très sucré. Celle que je vais conseiller le plus souvent, c'est la monodiète de pommes, puisqu'en plus, je trouve qu'on peut plus facilement la varier en prenant pommes au four, compote, pommes crues, à croquer, jus de pomme. Enfin, ça permet de la varier et quand on fait des monodiètes pour les premières fois, c'est quand même plus facile. Donc ça, le fait de faire une monodiète comme ça, d'avoir qu'un seul aliment à digérer, ça met le système digestif au repos et donc ça libère beaucoup d'énergie pour plein d'autres choses dans l'organisme. Et après, on a aussi d'autres choses qui vont mettre encore plus le système digestif au repos, comme par exemple le jeûne intermittent, où là, on va jeûner sur, par exemple, 16-18 heures, c'est-à-dire qu'on va sauter un repas, soit le petit déjeuner, soit le repas du soir, pour justement avoir une plage de repos, une plage horaire qui va s'étendre entre, on va dire, les 14 et 18 heures. Et après, ce que je vais conseiller aussi assez souvent, c'est le jeûne de 24 heures. 24 heures par semaine, qui peut se mettre assez facilement en place, puisque si on saute le repas du soir et le petit déjeuner, donc on termine notre repas de midi et on remange que le lendemain midi. On a eu 24 heures de jeûne et là, ça permet vraiment une régénération.
Et c'est le fait de le faire régulièrement, c'est pour ça que souvent je conseille par exemple une fois par semaine, qui va aussi avoir un effet intéressant. Quand on fait ces jeûnes de 24 heures, donc tu dis de midi au lendemain midi, si j'ai bien compris, il est possible de boire, je présume. Oui. C'est pas en jeûne sec. Là, on va boire. Ça va être important de bien s'hydrater. On peut aussi faire en jeûne sec, hein, mais là, je le préconise en jeûne hydrique. Et ça va être l'avantage du jeûne comme ça de 24 heures. Surtout quand il est réparti sur 2 jours, c'est qu'il est plus facile à faire que sur une même journée. Et en plus, il n'y a pas de préparation parce que donc moi j'accompagne les jeûneurs dans des centres ils viennent jeûner pour une semaine et là c'est très différent. On a une préparation, une descente alimentaire qui doit se faire, une reprise alimentaire. Donc là non, l'avantage du jeûne de 24 heures, c'est qu'on ne le prépare pas et on ne fait pas forcément de reprise particulière. Est-ce que tu peux, Emmanuel, donner quelques précisions? Pourquoi est-ce que le système immunitaire est très en lien avec les intestins? Alors, on a à peu près 80% de notre système immunitaire qui est au niveau des intestins, principalement au niveau de ce qu'on appelle les plaques de Peillet. Et donc, c'est pour ça que déjà, on met l'importance sur les intestins depuis très 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 longtemps, hein, dans des anciens textes, que ce soit sumériens, védiques ou autres, on parlait déjà de l'importance des intestins. D'ailleurs, les Sumériens, les Égyptiens, ont beaucoup de textes qui parlent de lavements intestinaux, tout ça pour prendre soin de son intestin. Donc, on a également aussi des neurotransmetteurs qui sont sécrétés au niveau de l'intestin, notamment par exemple la sérotonine qui est sécrétée à 95% dans l'intestin. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui va avoir un impact sur notre humeur et notre qualité de sommeil. Et donc, du coup, d'où l'importance d'avoir un intestin en santé. Et aujourd'hui, depuis quelques temps, on parle d'intestin comme deuxième cerveau. Il faut savoir qu'on pourrait même presque le considérer comme un premier cerveau, puisque souvent, il a les informations avant le cerveau du haut. Et il va communiquer, justement, il y a une communication qui se fait entre les deux via le nerf vague. Et donc c'est vraiment important d'avoir et une flore intestinale en santé et une muqueuse intestinale en santé, parce que la flore, elle adhère à la muqueuse. Donc, si la muqueuse intestinale n'est pas en santé, déjà, il peut y avoir des perturbations au niveau de la flore intestinale. Et la muqueuse intestinale, c'est justement une de nos premières barrières de défense, parce que c'est elle qui, en fonction de sa qualité, si elle est plus ou moins perméable, va laisser passer ou pas certaines toxines. Il me semble que j'ai entendu que tu as parlé d'hydrothérapie ou d'hydrologie. Enfin, Les deux. Ah, d'accord. Donc, en fait, au niveau nettoyage intestinaux, il existe plein de manières de le faire. Il existe les lavements intestinaux qu'on peut faire soi-même à la maison avec ce qu'on appelle un bac à lavement, où on va mettre environ 1 litre, voire 1,5 litres d'eau. Donc là, je donne la méthode simple, mais ça peut se faire. Il y a plein de lavements qui existent, au café vert, à la chlorophylle. On peut utiliser différentes choses pour faire des lavements. Mais là, le but, c'est vraiment d'absorber en fait ce liquide au niveau de l'intestin. Donc, c'est un petit bac à lavement qui a un tuyau et une canule qui va s'insérer du coup au niveau du rectum, et on va laisser, en étant en position allongée, l'eau rentrer dans l'intestin, la conserver ou pas plus ou moins longtemps, et ensuite aller évacuer. Et ça va permettre de nettoyer l'intestin. Donc ça, c'est une technique qui est très connue, on va dire, dans la naturopathie et d'autres thérapies, mais qui n'est pas forcément beaucoup utilisée. Après, ce qui est, je dirais, plus simple à faire, ça peut être, par exemple, d'utiliser du psyllium, le psyllium blond. Donc ça, c'est un tégument.
un tégument qui est issu du plantain des Indes et qui va permettre d'avoir un effet mucilagineux. Donc, ça va se consommer en fait avec de l'eau. On va pouvoir le trouver en boutique bio, par exemple. Ça s'appelle le psyllium blond. Alors, Et on va... excuse-moi, Oui. le pronom, donc pour l'épeler, PSI. PSY-2LIUM. Et donc, c'est le psyllium blond, parce qu'il existe aussi le psyllium en grain. Donc là, c'est différent, c'est le psyllium blond. Et on va le consommer donc de manière progressive, parce que ça va avoir ce côté mucilagineux qui va venir nettoyer l'intestin. Ça va créer comme un gel qui va nettoyer la paroi intestinale. Donc, c'est vraiment très intéressant puisque justement, ça a un effet préventif, on va dire, à tous les troubles diverticulose et tout ça. Et donc, on va le prendre. Moi, je vais le conseiller plus souvent, par exemple, le soir, parce que comme ça, durant la nuit, ça fait son effet. Et le matin, on va justement avoir une selle plus importante. Et donc, ce côté mucilagineux va nettoyer l'intestin. Et ce qui va être important, c'est de bien boire. Parce que sinon, si on ne boit pas suffisamment, ça peut aussi faire l'effet inverse, enfin, avoir un effet un peu constipant. D'ailleurs, ça peut être utilisé des fois dans des cas de diarrhée, même justement pour ce côté-là. Donc là, quand on le consomme, vu que c'est mucilagineux, on va le mettre dans une tasse d'eau en touillant et en buvant très rapidement, parce que sinon ça devient vite sous forme de gel épais et là après ça peut être très difficile à boire. Voilà, donc de préférence de manière progressive. Donc on va commencer par exemple avec une cuillère à café le soir, puis 2, puis 3 cuillères à café, voire 4. Et ça peut se faire sous forme de cure périodique. Très bien. Est-ce que tu as envie de parler de compléments alimentaires ou de remèdes qui peuvent justement optimiser le système immunitaire? Oui, alors il y a différents remèdes très intéressants pour ça. Donc, dans un premier temps, par exemple, en phytothérapie, l'utilisation des plantes sous forme de tisane déjà vont pouvoir être intéressantes. On a le thym qui, justement, dans notre région est très facile à trouver. Donc, ça peut être vraiment intéressant de se faire des tisanes de thym parce qu'il a vraiment des vertus sur l'immunité. Il est antibactérien, antiviral, donc c'est très intéressant. On peut aussi se faire des tisanes de gingembre, par exemple. Le gingembre a aussi des vertus antibiotiques naturelles. On peut aussi faire des tisanes un petit peu façon ayurvédique en mettant du gingembre, des clous de girofle, de la cardamome, de la cannelle. Pourquoi pas aussi rajouter des graines de fenouil. Enfin voilà, vraiment on peut varier ça. Ensuite, au niveau des plantes, celle que je vais conseiller le plus souvent pour l'immunité, c'est l'échinacée. Donc l'échinacée, c'est une plante qu'on peut prendre sous différentes formes. On peut même se préparer soi-même la préparation. Si on a de l'échinacée au jardin, en fait, c'est les racines qu'on va utiliser. Donc, les racines, on va les prendre au moment de l'automne, justement, quand l'énergie de la plante est revenue dans les racines. Et là, on va pouvoir, bien sûr, les nettoyer et découper, et après les mettre sous forme de teinture mère. Donc, on va laisser macérer ces racines dans de l'alcool. Par exemple, un alcool, soit on en a, soit on prend une bouteille de rhum, par exemple, un alcool à 55 degrés. Et on va laisser macérer pendant 3 semaines en prenant le temps tous les jours de venir remuer cette préparation un peu comme sous forme de laine muscade. Et on va tous les jours comme ça dynamiser notre préparation. Donc bon, là c'est petit truc pour ceux, si jamais il y en a qui ont le jardin et qui ont envie de planter de l'échinacée, mais sinon on la trouve facilement en boutique bio sous forme de teinture mère, sous forme de gélules également. Il y a différentes choses aussi qui vont être intéressantes comme l'extrait de pépins de pamplemousse
qui est bien connu. On a aussi, moi j'aime beaucoup utiliser la gémothérapie. La gémothérapie, c'est la médecine des bourgeons, puisque dans le bourgeon d'une plante, on a vraiment le totem de la plante. Donc on a à la fois les principes actifs qu'on va retrouver après dans les feuilles, dans les fleurs, dans les fruits, dans l'écorce, dans les racines. Et donc, en gémothérapie, les deux grands remèdes phares, on va dire, de l'immunité, c'est le cassis et l'églantier. Et donc, le cassis, en plus, lui, c'est vraiment un bourgeon phare. C'est pour ça que d'ailleurs, dans les remèdes, dans les complexes de gémothérapie, on le retrouve quasiment tout le temps mis. Il a des vertus qu'on dit cortisone-like. Et vraiment, il a ce côté anti-inflammatoire. Et il est revitalisant et il a cette action intéressante sur l'immunité. Et l'églantier aussi. Et si par exemple, si c'est pour des enfants, on va privilégier plutôt l'églantier, le Rosa canina, qui lui est vraiment un bourgeon spécifique de l'immunité chez l'enfant. Et donc ça, la gémothérapie, donc là, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, hein, c'est sous forme de gouttes et puis après, on le prend avec de l'eau. Est-ce que ensuite, pardon, oui, non, je t'en prie. Parce qu'ensuite, toujours pour continuer dans les remèdes, ce que j'aime conseiller aussi, c'est les huiles essentielles. Et donc ça peut être intéressant. Donc les huiles essentielles, on peut les utiliser sous diverses formes. Et ça peut être intéressant d'avoir un diffuseur d'huile essentielle à la maison et puis de diffuser certaines huiles essentielles qui vont avoir des vertus immunostimulantes, comme le Ravinsara par exemple. Donc ça peut être aussi d'utiliser les huiles essentielles sous forme de friction. Je vais continuer à parler du Ravinsara parce que c'est vraiment une huile essentielle qui est intéressante au niveau de l'immunité. Et quand on va l'utiliser en friction, à ce moment-là, on va mettre une petite goutte au niveau des poignets, une petite goutte derrière les oreilles, une petite goutte au thymus. On peut même, pourquoi pas, mettre une goutte sous les pieds. Et donc voilà, ça va aussi avoir des vertus sur l'immunité. Ensuite, oui, j'ai cru que tu voulais poser une question. Non, j'étais juste en train de me dire que, en fin de compte, ce que tu proposes, c'est surtout de la prévention. Oui. Hein, c'est ça. Oui. C'est vraiment le but de la naturopathie, c'est d'avoir une action préventive. Est-ce que également, il t'arrive de parler de l'activité physique? Oui, bien sûr. Pour l'immunité. Oui, bien sûr. D'autant plus que donc, je donne des cours de yoga. Donc là, durant les cours de yoga en général de l'automne, on en parle beaucoup. Et parce qu'il existe déjà diverses postures qui peuvent avoir un impact sur le système immunitaire, notamment aussi sur le système respiratoire. Là, on va être plus sur des postures d'extension arrière où on va justement avoir une ouverture de la cage thoracique. Donc, ce genre de postures vont être intéressantes. On va aussi, je vais aussi souvent parler des pranayamas. Donc, les pranayamas sont des exercices de respiration. En fait, c'est la maîtrise du souffle dans le yoga. Et donc, il va y avoir divers exercices de respiration qui vont aussi avoir un impact sur notre système respiratoire et sur notre système immunitaire. Je dirais que déjà, d'une manière générale, le yoga, peu importe les postures, le yoga de manière générale a un impact sur nos différents systèmes et notamment le système immunitaire. Mais après, il y a aussi, comme tu disais, l'exercice physique de manière générale. Parce que le fait de mettre notre corps en mouvement, peu importe le mouvement, on va activer notre lymphe. Et il faut savoir que notre système immunitaire est en grande partie transporté par la lymphe. La lymphe, c'est justement un liquide qui fait partie des humeurs dont on parlait tout à l'heure. Et cette lymphe a besoin de mouvement pour bien fonctionner. Il faut savoir qu'elle circule très lentement dans le corps. Elle met 24 heures à faire le tour de notre corps, donc c'est très très lent. Et ce qui va lui permettre de circuler, justement, c'est et notre respiration et nos contractions musculaires. Donc, d'où l'importance d'aller faire de l'activité physique et encore plus en plein air. Mais ça va permettre de mettre cette lymphe en circulation.
Donc après, il y a bien sûr par exemple, la corde à sauter, le trampoline qui vont être encore plus actifs sur la lymphe, mais même simplement faire des mouvements vont être intéressants. Il me semble, Emmanuel, que tu as apporté avec toi deux objets tout à fait particuliers qui sont des objets d'hygiène de vie. Est-ce que tu voudrais bien nous parler de ça et nous les montrer, s'il te plaît? Oui. Alors, le premier, c'est un racle-langue en inox. Donc, je le conseille en inox parce que des fois, on en trouve en cuivre et souvent, en fait, on va avoir des petites particules de cuivre qui vont se défaire. Et il faut savoir que le cuivre, même si c'est bon pour la santé, c'est bon sous forme d'oligo-éléments, mais pas en grosses particules, hein, comme ça. Donc, je conseille plus souvent en inox. Et donc, le principe, c'est de venir racler sa langue le matin. On va passer 3-4 fois sur la langue, ce racle-langue, pour venir enlever la petite couche de dépôt qui se met durant la nuit. Et ça va avoir différentes vertus. Déjà, ça va permettre de ne pas ravaler tout ce dépôt qui s'est mis sur la langue dès qu'on va boire. Et ça va permettre aussi de stimuler tous les organes, puisque sur la langue, comme sous le pied et ailleurs, on a tous les organes qui sont représentés. Donc, ça va aussi avoir cette action réflexe. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de l'hygiène de vie que je conseille de faire le matin à jeun. Donc, voilà, de commencer par ça. Tous les matins. Tous les matins. Tous les matins, voilà, voilà. C'est quelque chose qui est très utilisé dans la médecine ayurvédique et dans le yoga. C'est pas forcément très connu. Quand j'étais en Auvergne, dans les magasins bio, ils en avaient en vente. Ici, vers chez moi, c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, ça se trouve sinon facilement sur Internet, hein. Donc, ça s'appelle un racle-langue ou gratte-langue. Puisque, en fait, j'en parle souvent parce que vraiment, l'importance de prendre soin de son système digestif commence par la bouche, hein. C'est vraiment un tube qui va de la bouche à l'anus. Et donc, si déjà au niveau de notre bouche, il n'y a pas une santé optimale, il ne peut pas y avoir ensuite une santé intestinale correcte, hein. Donc ça passe par l'hygiène buccale. Et donc, la première des choses, c'est donc se racler la langue. Ensuite, on peut aussi ajouter ce qu'on appelle gants de douche en Ayurveda. C'est un bain de bouche à l'huile. Donc, moi, je le conseille avec de l'huile de sésame, mais ça peut, de manière traditionnelle, en fait, mais ça peut être fait avec de l'huile de coco ou de l'huile de tournesol ou autre. Le principe, c'est de prendre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe de cette huile végétale. On la met en bouche et pendant qu'on se douche ou qu'on se prépare, on va la faire passer au niveau des interstices dentaires. Donc, on va pendant 5 minutes à peu près faire ceci. Et on va ensuite la recracher. On verra d'ailleurs que l'huile est devenue un peu blanche et épaisse parce qu'elle aura absorbé beaucoup de toxines au niveau de la bouche. Donc ça, c'est deux petites choses qui peuvent se faire le matin pour justement déjà améliorer l'état de la flore buccale qui a un impact justement sur notre flore intestinale. Le bain de bouche tous les matins également? Ça peut être tous les matins. Après, comme je dis souvent, c'est le plus souvent possible. Si déjà on le fait 2 fois par semaine, c'est très bien. Super. Voilà. Et l'autre petit objet, c'est cette fameuse brosse qui est une brosse qu'on va utiliser pour ce qu'on appelle le brossage à sec. Donc, c'est une brosse qui va avoir des poils plutôt, on va dire, moyens, ni trop durs, ni trop mous. Et elle va être utilisée pour se brosser le corps. Donc, de préférence, c'est pareil, on peut le faire le matin, mais il y a même des personnes qui le font 2 fois par jour, matin et soir. Le but, c'est de le faire dans le sens de circulation de la lymphe pour justement venir activer la lymphe. Parce que l'avantage de ce brossage à sec, c'est de venir stimuler notre lymphe, de venir aussi éliminer toutes les petites peaux mortes qu'il peut y avoir sur la surface de la peau. Et donc, pour ce faire, je vais vraiment la conseiller après aux gens de regarder sur Internet un schéma du circuit lymphatique pour savoir justement où se trouvent les principaux ganglions. On sait qu'on en a au niveau de l'aine,
aux aisselles, au niveau du cou, mais il y en a d'autres. Et pour savoir dans quel sens faire ce brossage. Et le but, c'est de passer quelques fois sur le corps, comme ceci, en brossant dans le sens de la lymphe. Et donc ça va être vraiment intéressant. Ça a beaucoup de vertus, principalement sur l'immunité, mais aussi sur la qualité de la peau, sur la cellulite, sur vraiment beaucoup de choses. Donc, de toutes les manières, tout ce que tu nous expliques peut être trouvé, que ce soit sur ton site, puisque je vais mettre ton site en dessous de la vidéo sur YouTube. Également, il y a donc pléthore d'informations. Quel que soit le sujet que tu as abordé, on retrouvera sur Internet toujours des informations à gogo. C'est un peu le but d'Internet aussi. Oui. J'aimerais qu'on répète quand même que tout cela est très intéressant, mais quand même, une consultation est nécessaire pour le cas par cas. Oui, c'est favorable, c'est sûr. C'est sûr. Si on veut vraiment optimiser sa santé, ben, il faut se connaître, hein. Donc, pour se connaître, c'est intéressant d'aller consulter un naturopathe, puisque justement, le naturopathe effectue un bilan de santé, où là, il va regarder en fonction de la constitution, du tempérament. Il va vraiment, justement, aussi donner des informations au consultant pour lui permettre de mieux se connaître et après de lui-même être capable de savoir qu'est-ce qui est plutôt favorable pour lui, défavorable pour lui. Et voilà, donc c'est sûr que toujours une consultation, ça va permettre d'individualiser les choses et aussi de voir en fonction de nos antécédents, de nos fragilités, de nos prédispositions, de pouvoir optimiser encore plus notre santé. Alors moi, j'aimerais maintenant, si tu es d'accord, te laisser un peu le mot de la fin, te permettre de conclure, peut-être en disant quelque chose que nous n'avons pas abordé, que l'on a oublié, ou peut-être un message que tu as envie de faire passer. Il y avait une chose aussi dont je voulais parler toujours par rapport aux petites choses qu'on peut mettre en place le matin, qui pour moi me semble essentielle aussi pour l'immunité, c'est l'utilisation du froid. Donc l'utilisation du froid, alors on en parle beaucoup sous forme de bain froid. Après, on n'a pas tous la possibilité de prendre un bain froid parce qu'on n'a pas forcément une rivière ou un lac à côté de chez nous ou une piscine. Mais déjà de prendre une douche froide, ça va être vraiment intéressant. Donc bien sûr, ça fait peut-être un peu peur comme ça, mais on va y aller progressivement. On peut prendre notre douche et terminer par 30 secondes de froid, par exemple, au départ, et petit à petit, essayer de plus en plus d'aller vers des douches froides. Parce qu'en fait, le froid a des vertus qui vont augmenter la production hormonale de certains neurotransmetteurs très intéressants comme la dopamine, la sérotonine, la noradrénaline. Donc, ça a des vertus sur notre vitalité, notre joie de vivre, on va dire. Ça a des vertus aussi anti-inflammatoires et ça a des vertus qui vont augmenter la production des lymphocytes qui sont justement des cellules immunitaires. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et voilà, ça demande bien sûr une petite habitude pour aller vers ça, mais je voulais l'aborder. Et une autre chose aussi que je voulais aborder, c'est ce qu'on appelle le grounding ou le earthing, c'est la connexion à la terre. Parce qu'aujourd'hui, justement, on a vraiment besoin de se décharger. Parce que justement, l'homme est électromagnétique et on pense à brancher nos appareils à la terre, à faire des mises à la terre pour les appareils électriques. Mais nous, des fois, d'autant encore plus même en ce moment, où on va rester enfermé et pas forcément en contact avec de la terre, des arbres. C'est vraiment important de prendre au moins tous les jours quelques minutes pour aller mettre ses mains dans la terre ou toucher un arbre pour justement se décharger de tous ces ions positifs qui vont entraver notre bonne circulation énergétique. Merci. Est-ce que tu souhaiterais alors maintenant conclure et puis faire passer peut-être un message?
Ben, le message que j'ai à passer, c'est justement de ne pas oublier que nous sommes acteurs de notre santé et que nous avons à notre disposition vraiment un panel de méthodes simples, euh, vraiment accessibles à tous et qu'on peut mettre au quotidien par petites touches dans notre quotidien pour justement optimiser notre santé et se sentir au mieux de notre forme physique et psychique. Merci Emmanuel. Merci Merci beaucoup. du temps que tu as accordé parce que je sais que tu es très occupée. Donc, merci beaucoup d'avoir accordé un peu de ton temps pour nous parler de ça. Merci Stéphanie. Je te souhaite une bonne route, une bonne continuation. Merci. Je t'en prie. Et à vous tous également, une belle continuation. Moi, je vous retrouve très prochainement avec une autre personne, un autre thème et une autre énergie, bien évidemment. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Au revoir. Au revoir.